Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Léa Blum, vous êtes une artiste d'une sensibilité exceptionnelle qui redéfinit les standards de la beauté et de la créativité dans le monde du tatouage. Votre style est élégant et marqué par une inspiration orientale au service de la féminité. Vous êtes basée à Paris, mais vous avez réussi à capter une clientèle internationale, séduite par la finesse de votre art, où chaque ligne et chaque point est placé avec une précision absolue pour sublimer les courbes du corps féminin. Chaque pièce est authentique et résolument unique puisque vous ne travaillez que sur vos propres dessins. En parallèle de votre carrière, vous êtes également mannequin, une activité qui peut surprendre compte tenu des complexes qui vous ont longtemps hanté. Vous êtes connue internationalement sous le nom de Blum. Votre créativité fait de vous une pionnière, une lanceuse de tendance. Vos tatouages sont une ode à la femme et votre talent vous place parmi les meilleurs de votre génération. Vous venez d'ouvrir votre shop dans lequel vous nous recevez aujourd'hui dans le 18e. Léa, bonjour. Bonjour Clémence et bienvenue à Casa Blum, mon nouveau salon de tatouage. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Avant d'être tatoueuse, vous êtes une artiste qui a toujours été animée par l'art. D'où ça vient, cette passion, cette sensibilité ? J'ai toujours dessiné, je pense, depuis que je suis toute petite. J'adorais faire des petites miniatures avec des collages, toutes sortes d'objets que je pouvais trouver. Après ça, j'ai fait des études artistiques. Donc oui, c'est quand même quelque chose qui remonte. Et qu'il y a dans la famille, un peu ? Ma maman est vétérinaire, mais elle a un côté très créatif. Elle fait beaucoup de peinture. Elle m'emmenait dans des cours de dessin et de peinture quand j'étais plus jeune aussi. Et initialement, le métier que vous vouliez faire était se diriger vers l'art ou pas forcément ? J'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Je me suis dirigée vers des études artistiques. J'ai entrepris un BTS design graphique, mais je savais pas exactement ce qui allait en découler. Comment le tatouage est finalement arrivé dans votre vie ? Complètement par hasard, suite à la rencontre de mon ex-compagnon, lui-même tatoueur, qui a été d'une révélation pour moi. J'avais jamais pensé au métier de tatoueur. Vous étiez déjà tatouée ? Non, du tout. J'avais ce tout petit tatouage que vous voyez sur ma main droite, une hirondelle, et c'est tout. Et donc vous avez découvert le tatouage d'abord en vous faisant tatouer ou vous avez tout de suite eu le déclic en disant il y a quelque chose qui m'attire ? J'ai découvert le tatouage sur son corps à lui. C'est quelqu'un de très très tatoué. Et puis de par son art aussi, je me suis rendu compte que voilà, il y avait un côté très créatif, très artistique qui me plaisait beaucoup. Côté manuel, et je me suis posé la question du coup en le voyant faire, pourquoi pas essayer, ça peut être justement le métier qu'il me faut. Et alors comment on se forme pour devenir tatoueuse ? Il n'y a pas vraiment d'école pour ça, c'est plus ce qu'on appelle les apprentissages, du porte-à-porte et demander est-ce que vous recherchez un apprenti, et ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer Rémi qui m'a formée. Est-ce que c'est difficile quand on débute avec un mentor de se détacher de son style, de trouver le sien, de trouver sa voie ? Ça peut être dur, je pense, pour certaines personnes. Encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a poussée à rechercher justement mon style et à me démarquer en fait des autres, parce que selon lui, ce qui allait faire que ça allait marcher, c'est le fait de se démarquer et pas de faire quelque chose de déjà existant qu'on voyait déjà trop, quoi. Il avait un style très différent du vôtre ? Vous voyez que c'est quand même très rempli ce que j'ai sur moi, avec beaucoup d'ombrage et de remplissage noir, graphique. Or, ce que je fais, c'est beaucoup plus aéré, plus fin, plus délicat, plus dentelle, on va dire. Je comparais ça soit à de la dentelle, soit à un bijou vraiment qui est posé sur le corps. Comment vous êtes allé vers ce style-là ? Comment vous l'avez lancé ? Je trouvais que dans le tatouage, il n'y avait pas assez de choses fines et élégantes, et j'avais envie de bijoux de peau, en fait. C'est exactement le terme, des bijoux éternels de peau, mais donc quelque chose de très délicat, assez féminin. Et les influences orientales, c'est le hasard par le style ou c'est parce que vous avez une histoire avec... Je pense un amour profond envers toutes les ethnies. J'aime la mixité culturelle et je suis effectivement très attirée par le henné, mais au même titre que
des carreaux de ciment portugais, des parures de bijoux africaines, ça peut être vraiment toutes sortes de choses qui me parlent, qui me portent et qui se ressentent dans mon art, je pense. Vos premiers tatouages, c'était sur vos copines à l'école où vous dessiniez beaucoup. En fait, il y avait déjà une appétence pour le tatouage. Oui, effectivement, quand j'étais jeune, donc ça a commencé au collège. Je dessinais sur mes camarades de classe au stylo bic pendant les cours où l'ennui se faisait ressentir. Quel a été votre tatouage le plus ambitieux, le plus dur jusque-là que vous ayez à faire, ou le plus gros projet ? C'est toujours une question de pression de tatouer quelqu'un. On ancre quand même dans la peau quelque chose qui va rester à vie, donc c'est pas rien. On n'a pas droit à l'erreur, on peut pas gommer. Il faut y aller et que ce soit bon du premier coup. Et donc plus les pièces que je faisais étaient grandes et plus il y avait une certaine pression qui se faisait ressentir. Aussi parce que la pose du stencil, le calque qu'on pose sur la peau avant de tatouer, est beaucoup plus complexe à poser. Donc on vit des petites sueurs avant de tatouer. Vous travaillez que sur vos dessins, donc quand une cliente arrive, elle vous donne juste un état d'esprit ? J'aime avoir quand même ma liberté créative et j'aime bien être seule quand je dessine en fait. J'aime bien être dans ma bulle, même si je m'imprègne beaucoup de ce que mes clientes me donnent comme information, de ce qu'elles ont envie. Je travaille seule et souvent j'envoie en fait le dessin, la proposition de dessin la veille de notre rendez-vous. Si ça convient pas, on fait des modifications, mais généralement ça matche assez vite, quoi. Comme je disais en introduction, votre style est reconnu. Est-ce que ça a été dur de se faire connaître, d'être reconnu dans le milieu, des clients ? Oui, c'est pas toujours évident parce qu'à partir du moment où on veut du changement, ça dérange certaines personnes. On m'a beaucoup critiqué au début. On pensait pas que ça allait marcher ou le fait que je veuille faire que mes dessins, ça dérangeait. On disait il faut faire de l'alimentaire, il faut pas refuser les clients. C'est important de tatouer tous les gens qui ont envie de se faire tatouer. Et j'étais pas vraiment d'accord avec ce point de vue-là. Donc vous êtes un ovni ? Non, je dirais pas un ovni, mais en tout cas, il a fallu quand même que je me fasse ma place, quoi. Il faut savoir se faire respecter, on va dire. Quel est le moment justement où vous vous êtes senti respecté ? À partir de quand ? Quand j'ai pu écouter personne et que j'ai fait juste ce que j'avais envie de faire et que j'ai vu que ça commençait à marcher. Et là, je me suis dit, je fonce, je continue comme ça, j'écoute plus que moi-même et c'est tout. Vous avez aussi une carrière à l'international. Quand on regarde sur Instagram, la moitié des followers, voire plus, sont d'origine étrangère, un peu partout dans le monde. Et vous avez des clients qui viennent en France pour se faire tatouer. Comment est-ce que vous vous êtes fait... Votre carrière a pris une tournure internationale ? Je dirais que ça vient quand même beaucoup des réseaux sociaux. En fait, en un an, je crois que j'avais pris 15 000 followers sur ma page, ce qui est, je pense, énorme. Et ça a très vite marché, très vite pris. Je faisais des ornements de tétons. Et c'est un peu ça qui a fait décoller mon compte et mon travail, je pense. Parce qu'il n'y avait personne d'autre, encore une fois. Parce que les tatouages qu'on voyait sur la poitrine étaient vraiment très rempli, très dense et beaucoup plus grand, et moi j'avais voulu amener quelque chose de beaucoup plus délicat, aéré, fin, un peu comme un bijou. Ça se faisait pas trop, donc ça a buzzé, et donc j'ai été repartagée par plein de grosses pages de tatou, et c'est ce qui m'a créé une visibilité à l'international par la suite. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans cet univers pour vous, dans votre carrière de tatoueuse ? Le tout début, le démarrage, il faut savoir se démarquer en fait et avoir vraiment une identité artistique qu'on voit pas de partout, quoi. Et effectivement aussi, là je pense que je vis mon deuxième plus grande difficulté de carrière, c'est d'ouvrir son propre shop. Surtout dans une grande ville comme Paris. Vous disiez que c'était la consécration d'1 an de travail. Ça fait 1 an que j'ai trouvé l'endroit et qu'il a fallu après faire appel à toutes les entreprises qui allaient bosser dans le local, et beaucoup de travail. Ouais. Et alors, comme sur votre compte Instagram, c'est très beige, c'est très doux, il paraît que certains passants dans la rue rentrent en pensant rentrer dans un hammam. C'est important de venir se faire tatouer dans une atmosphère assez apaisante. Et j'ai remarqué que certaines personnes étaient assez réticentes à partir du moment où je disais que ça allait être un salon de tatouage. Premier réflexe de dire
un salon de tatouage. Ah, non, ça m'intéresse pas. Pendant longtemps, le tatouage, ça a été un symbole un peu de rébellion qui était pour des communautés particulières. On voyait ça un peu pour les punks, les rockers, les bikers. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Est-ce que c'est encore différenciant pour les gens? Est-ce qu'on peut se différencier avec un tatouage? Je pense qu'on peut encore se différencier en étant tatoué. Après, c'est vrai que maintenant, je dirais, il y a peut-être une personne sur 3 qui est tatouée. Donc, bientôt, ce seront les personnes qui ne sont pas tatouées qui seront originales. Pour ma part, j'ai vraiment le corps complètement rempli. Ça choque encore, ça attire le regard. C'est quelque chose quand même qu'on ne voit pas énormément. Justement, parce que vous êtes très tatouée, vous avez déjà fait face à une certaine discrimination? Oui, par exemple, pour trouver mon premier appartement à Paris, j'ai eu beaucoup de mal parce que dès que je donnais ma profession, on me disait « Ah non, ça va être la fête tous les soirs dans l'appart, on veut pas de junkie, non. » Vous êtes également modèle, ce qui peut surprendre parce que vous avez peut-être encore des complexes et vous êtes plutôt timide et en fait vous êtes modèle et même modèle plutôt assez dénudé. Comment ça s'explique? Oui, vous avez raison. C'est assez cocasse. En fait, ça s'explique par la thérapie par l'image, au même titre que la thérapie par le tatou. Je suis encore quelqu'un qui a très peu confiance en soi. J'étais vraiment pas à l'aise devant l'objectif. Je supportais pas qu'on me prenne en photo, même si c'était des photos de famille. Et j'ai pris confiance en faisant. Ça a démarré où je me forçais un petit peu à faire des selfies chez moi, chose avec laquelle j'étais déjà pas à l'aise du tout. Et quand j'ai passé cette étape, après je me suis dit je vais prendre rendez-vous pour faire un shooting avec une photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille et qui faisait des choses très florales, très féminine, et elle m'a mis tout de suite à l'aise. Ça s'est super bien passé et j'ai beaucoup aimé l'image que ça renvoyait de moi, en fait la manière dont elle avait su capter ma personne, et ça m'a un peu réconciliée. Contacter cette Camille, c'était vraiment pour la thérapie? Ouais, se faire du bien et se réconcilier avec soi. Donc j'étais déjà tatouée à ce moment-là. Et c'était un peu pour continuer ce processus. Justement, les tatouages, initialement, c'était pour se cacher? Oui, ça cache un grand manque de confiance en soi, en fait. Paradoxalement, ça attire plus l'œil qu'un corps classique, j'ai envie de dire. C'est vrai, mais du coup, je me sens plus forte avec et j'ai l'impression que les gens regardent mes tatouages et pas le corps fragile qui est en dessous. Quand j'ai commencé les tatouages avec Rémi, mon ex-compagnon, on a tout de suite fait la zone du chest. J'étais très complexée de cette partie-là de mon corps. On voyait tous mes os, en fait. Et ça m'a valu beaucoup de critiques quand j'étais plus jeune. Et donc énormément de complexes. Le fait de se faire tatouer cette zone-là, ça m'a recouvert mes complexes, ça me les a enlevés. C'était mieux que d'aller voir un psy. Le déclic, il a été instantané. À partir du moment où on ressort de la séance tatou, c'est comme si le complexe s'envolait à ce moment-là. On se regarde dans le miroir et ce qu'on voit, c'est plus ce qu'on n'aime pas. C'est d'un coup un tatouage, un nouveau tatouage qu'on aime, qu'on trouve beau, et ça renverse complètement la balance. Vous êtes sentie plus forte et ça vous a permis justement de faire plus de choses? Oui, je me suis sentie plus forte. C'est marrant parce qu'en fait, c'était même ma manière de me tenir. J'ouvrais davantage les épaules, je me sentais plus fière d'arborer ce nouveau tatouage. Et aussi de l'avoir enduré parce que c'est quand même quelque chose, plusieurs heures de tatou. Tout ça m'a vraiment donné envie de continuer pour me sentir davantage confiante. Et là, le projet sur vous est terminé? Quasiment, il me manque plus grand chose. Le dessous des pieds, des petites zones comme ça, mais on est vraiment sur la fin là. Vous avez à peine ouvert votre shop et je crois que vous avez déjà d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le tatouage. Vous pouvez nous en parler un peu? J'ai besoin d'être stimulée tout le temps par de nouveaux projets. C'est un peu le côté artiste qui veut ça. Je pense qu'on a tout le temps envie de faire plein de choses. Le shop m'a pris beaucoup de temps, mais j'avais aussi pour projet à côté de développer du merch. Donc ça peut être des bijoux, des objets de décoration d'intérieur. Et vous avez commencé un peu à réfléchir, à dessiner? Oui, j'ai commencé à dessiner certains motifs. Donc il y en aura ici chez vous? J'espère que ce sera le bon endroit pour les présenter.
est votre définition de la femme inspirante ? Pour moi, une femme inspirante, c'est une femme qui est bien dans sa peau, rayonnante, pas forcément quelqu'un qui a besoin d'avoir réussi dans son travail, mais juste quelqu'un qui est bien en fait dans sa vie au moment où elle est et avec elle-même. Vous avez une femme particulière qui vous a inspiré ? Oui, quand j'étais plus petite, ma sœur m'a beaucoup inspirée parce qu'elle a un caractère bien affirmé et que je trouvais qu'elle se laissait pas faire, pas marcher dessus, et j'admirais beaucoup ça. Je trouvais que c'était une femme forte. Enfin, je trouve toujours que c'est une femme forte et belle, et puis bon, c'est ma grande sœur. Donc Quel est le moment le plus fort dans votre parcours ? Je pense que je suis en train de le vivre, d'ouvrir mon propre shop en pleine remise en question, parce que dès qu'on passe des moments difficiles, c'est est-ce que j'ai fait les bons choix, le bon chemin. La vie nous le dira, mais voilà, je suis en pleine... Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction dans votre métier ? Le sourire de mes clientes à la fin de la séance, quand elles voient le résultat du tatouage. C'est d'avoir pu contribuer au bien-être de quelqu'un. Une personne arrive avec un complexe et qui repart avec quelque chose qui va l'aider à gérer davantage ce complexe, ça fait chaud au cœur. Des moments comme ça où je vois que les larmes montent dans les yeux d'une cliente parce que le complexe part à ce moment-là et c'est très émotif, et très touchant. Vous avez un moment où vous avez l'impression que ça allait être trop dur, que vous vouliez renoncer, que la marche était trop haute ? Je pense que quand on est artiste, on passe par ce genre de phase très régulièrement. Plein de fois, je me suis posé la question, est-ce que je suis légitime ? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à faire dans ce milieu-là ? Oui, bien sûr, et encore aujourd'hui. Mais il ne faut pas se laisser abattre pour autant. Et pour rebondir, il faut s'écouter et se faire violence et puis continuer tant qu'on sent qu'on a une place quand même. Et quel est votre prochain Everest ? C'est une période pour moi qui est très compliquée à gérer. Donc j'ai du mal à penser à demain. Ça reviendra et très vite, j'espère. Mais moi qui suis d'habitude quelqu'un qui a tout le temps envie de penser à l'après, à qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire de plus. C'est vrai que là, il faut prendre le temps de gérer déjà ce shop et puis après, on repensera à d'autres projets. Vous avez un mantra qui vous guide dans votre vie ? J'ai pas de mantra proprement dit, mais on va dire de plus s'écouter, en fait, d'écouter sa petite voix intérieure, se faire confiance. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Déjà, est-ce que vous prenez beaucoup la voiture ? Je la prenais souvent quand j'habitais dans le sud. Maintenant, à Paris, c'est vrai que c'est quand même très bien desservi. Je la prends beaucoup moins. Quel est l'accessoire qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Mon sac à main. Non, je sais pas. J'ai pas de... Je dirais le téléphone. Bon, on l'a tout le temps avec soi, mais c'est quand même important pour mettre la musique dans la voiture. Donc... Est-ce que vous pouvez nous partager le pire moment que vous ayez vécu en voiture ? Une fois où je suis montée dans un VTC. C'est toujours quelqu'un dont on connaît pas la conduite, donc ça peut être source de surprise, on va dire. Et en l'occurrence, c'était un monsieur assez âgé qui avait très peu de réflexes, qui slalomait énormément sur la route. Et là, j'ai prié fort tout le long du trajet. À l'inverse, quel est le meilleur moment que vous ayez vécu en voiture ? Quand j'étais jeune avec mon frère et ma mère, on partait en vacances et on avait, 7 heures, 8 heures de route à faire. On mettait la musique tout le long et on chantait tous les trois ensemble. Et ça c'était des moments agréables. Justement, en voiture, vous êtes plutôt énervé, zen, vous écoutez de la musique, des podcasts ? J'aime bien écouter de la musique. Ça m'arrive aussi d'écouter des podcasts. Mais oui, c'est toujours essayer de mettre quelque chose d'ambiance et pas d'avoir le silence et d'être concentré sur la circulation et les bruits extérieurs. Et pour finir, comme le veut la tradition, on part en road trip. Léa, où est-ce que vous nous emmenez ? Difficile de répondre, il y a beaucoup de destinations que j'aimerais faire. Et à Bali. Parce que c'est un endroit que j'ai beaucoup apprécié et j'aimerais vraiment retourner. Et que les routes là-bas sont très denses, mais c'est ce qui en fait aussi le charme, je pense. Au revoir Léa et un immense merci pour ce moment tout en délicatesse. Merci beaucoup à vous Clémence. C'était Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire.
Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.